À travers mes micro-aventures 100% énergie musculaire et l'éclairage d'experts, je vous invite à ouvrir les yeux sur le vivant, découvrir et s'émerveiller de ce qui nous entoure pour cohabiter et préserver la vie sous toutes ses formes. Voici l'engagement de Be The Change. Pour ce 4e épisode, au départ de chez moi, au bord du lac de Serponçon, je vous amène au pays des écrins. C'est une micro mais méga aventure qui nous attend, avec plein de rencontres et de surprises, et la première arrive dans une 50aine de kilomètres. Alors, let's go! Me voilà partie avec mes skis et ma voile pour rejoindre les hauts sommets d'un massif qui m'est très cher, les écrins. Salut Hey. Salut. Que je pose ce vélo ou pas? Bon, bah ça fait plaisir de te voir. Ben ouais, c'est de même, ouais. Tu m'emmènes grimper alors? Bah écoute, ouais, je crois que les conditions sont pas super bonnes sur le Pelvoux là, donc on va faire le plan B et on va aller faire une belle voie d'escalade à aile froide. Allez, ben je te suis. Tu me suis? C'est parti. La rencontre avec Dodd a été un vrai coup de cœur, une légende de l'alpinisme et de la micro-aventure. Plus qu'une inspiration, je crois avoir trouvé mon maître. Good job. Bon, Dodd, c'est quand même génial. On part en vélo de chez nous pour venir faire une voie d'escalade à aile froide. Ça aurait pu être le départ d'une de tes aventures. Voilà, c'est des projets qui m'ont toujours tenu à cœur d'essayer de redéfinir l'aventure à ma porte. C'est génial parce que quelque part, c'est une redécouverte de mon environnement proche, c'est un réenchantement du monde et ce sentiment aussi très très fort du loin proche, c'est-à-dire qu'on peut être à 10 km de chez soi sur des arêtes un peu isolé et en fait on a le sentiment d'être au fin fond de l'Alaska, quoi. Tu écris aussi beaucoup et donc à travers tes aventures, tes livres, tout ça, c'est ce que tu dis en fait, tu fais voyager, tu partages, tu racontes un nouvel récit et au-delà du côté humain, il y avait tout ce côté en lien avec le vivant. Qui est absolument fondamental. Pour moi, la montagne m'a toujours appris que finalement c'était une ouverture du cœur, c'était une ouverture de l'esprit et que cette ouverture, cette double ouverture finalement, elle peut passer que par une forme de hauteur d'homme, d'humilité aussi. Cette connexion retrouvée va lui permettre de trouver une forme de sérénité, de retrouver aussi sa place parce que trop souvent dans nos sociétés modernes, l'homme se déconnecte complètement de son milieu et quelque part est complètement perdu. Si en fait on ne respecte pas le vivant, si on ne respecte pas le rocher, si on ne respecte pas l'herbe, si on ne respecte pas les fleurs, si on ne respecte pas notre air, finalement c'est nous-mêmes qu'on ne respecte pas, quoi. Et si on ne se respecte pas, on court quelque part à notre perte aussi, quoi. Et tu disais la montagne, on se rend compte aussi, en tout cas à travers toutes tes expés, tout ça, qu'elle est fragile. Alors on s'en rend compte encore plus aujourd'hui en voyant la fonte des glaciers, en voyant les
les canicules. Comment est-ce que tu vis tout ça? Qu'est-ce que tu ressens? Donc effectivement, pour moi, il y a une immense tristesse à faire ce constat effectivement de la disparition des glaciers, mais c'est pas que ça, quoi. Tout ce que ça implique pour l'être humain, c'est-à-dire la ressource en eau qui va se raréfier, des zones de la planète qui vont devenir invivables, et que quelque part l'être humain finalement rend des portions de la planète de plus en plus dures à vivre. Donc après, face à ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Puis moi, j'ai le sentiment, voilà, dans ma juste possibilité, d'essayer de faire du mieux que je peux, déjà pour moi laisser la trace la moins importante possible sur la planète, mais après avoir un rôle, je dirais, beaucoup plus militant, beaucoup plus vindicatif, où entre guillemets j'essaye de montrer cette urgence qu'il y a à réagir, et qu'on a tous envie de vivre bien sur la Terre, quoi, et que si on veut vivre bien, forcément il faut vivre en complicité et non pas en opposition avec le milieu dont on fait encore partie. S'il y avait une priorité aujourd'hui, selon toi, pour aller dans ce sens de préserver le vivant, de vivre plus en harmonie avec le vivant, tu dirais quoi? Pour moi, il y a une forme d'évidence dans la réponse, et c'est un peu la base du vivant, c'est tout simplement l'eau, quoi. L'eau, on a trop oublié dans nos modes modernes que voilà, il suffit de tourner un robinet puis on a de l'eau qui coule, et pour moi ça c'est juste miraculeux. Bon Dodd, écoute, merci, c'est l'heure de se dire génial. Au revoir. Regarde, on est bien là, et je pense que je vais continuer, donc je sais pas sur quoi tu vas enchaîner, mais moi je vais continuer t'as mon encore petit un périple peu du boulot là, je crois que tu t'en vas par là. Ouais, et ça. Puis qu'il faut pas non plus que tu traînes trop, parce que t'as encore un petit peu de chemin pour aller tout ça, là-haut, quoi. C'est ça. Donc écoute, merci beaucoup. Letty, c'était un vrai plaisir. Dodd, c'est l'humilité, la sensibilité et la générosité en personne. On sent qu'il aime cette montagne. Et je le retrouve complètement sur le fait que l'eau doit être notre priorité d'action. Tout simplement car c'est la source de la vie. Bon, après ce fabuleux départ de journée, on va remonter sur les traces du glacier blanc et retrouver Sophie. Nous sommes désormais au cœur du parc national des Écrins. Tout semble vierge et préservé dans ces montagnes. La première fois que je suis venue ici il y a 25 ans, le glacier descendait jusqu'au bout du replat. C'est violent de constater que même ici à distance, la vie subit les terribles conséquences de l'activité humaine. Salut Sophie! Ah salut, ça va? C'est trop gentil d'être montée Écoute, pour nous ici. c'était l'occasion aussi, pour ramasser un peu des petites bêtes. Donc là on est sur ton lieu de travail, on va dire. Tu fais des prélèvements assez souvent ici. Cette zone, le glacier, il était encore juste là il y a 25 ans. Tu peux nous parler un petit peu de cette zone en particulier où le glacier s'est retiré il n'y a pas longtemps? Alors justement, cette zone, on appelle ça la marche pro-glaciaire. Et comme tu viens de l'expliquer, c'est là où était le glacier il n'y a pas très longtemps. Le glacier était là en 1960, donc ça fait à peu près 60 ans. Ouais. Et donc si on se place au niveau du glacier et qu'on descend en aval, en fait c'est comme si on remontait le temps. Et ce sont les glaciologues qui travaillent à estimer l'âge de ces zones-là. Et nous, c'est super intéressant pour nous, les écologues, parce que ce qu'on va regarder, c'est la colonisation des organismes le long de cette chronoséquence, en fait, de cette zone de déglaciation, pour identifier comment se développe l'écosystème. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose en fait, c'est très minéral, il y a beaucoup de roches, ces roches qui ont été polies par le glacier, qui sont encore très claires. On ne voit pas beaucoup de vie, à part quelques petits moucherons là, mais en fait comment ça se passe concrètement ici, et puis voir dans la glace peut-être. Souvent, quand on monte là-haut, on se dit il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de diversité. Et en fait, si, il y a des organismes, il y a de la vie, il y a de la diversité, et pas seulement sur la marge pro-glaciaire, aussi au niveau du glacier. Dans la glace, même sur la glace, dans la glace et sous la glace. En fait, on considère le glacier comme un écosystème à part entière.
Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur le glacier? On va trouver des micro-organismes généralement, donc c'est vraiment des organismes de toute petite taille, invisibles à l'œil nu. On a des bactéries, on a des algues, on a des micro-invertébrés comme les tardigrades. Souvent on dit qu'ils ressemblent à des petits ours. Bon, moi je trouve qu'ils ressemblent plutôt à des hippopotames, mais bon. Donc on a plutôt des communautés de micro-organismes. Et si on est sur la marche proglaciaire, donc là on a habitat terrestre et habitat aquatique, encore une fois on va avoir beaucoup de micro-organismes. Donc ces rivières sont très spécifiques et on y trouve une diversité qui est vraiment très spécifique. Dans 50 ans, ou dans 100 ans, ce glacier il est encore assez gros, donc il va durer un petit peu. Mais quand il n'y aura plus de glacier, en fait, il n'y aura plus cette influence glaciaire. Donc les espèces qui sont vraiment adaptées à cette influence glaciaire, il y a très grande chance qu'elles vont disparaître. Donc on risque de perdre en fait toute une faune spécifique en fait à ces écosystèmes-là. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir forcément une diminution de débit, tu vois, au bout d'un moment. Ouais. Et tu as des espèces qui sont rhéophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment les forts courants. Et le dernier point, c'est s'il n'y a plus d'eau. Là, tu perds complètement l'écosystème aquatique dans cette zone. Ouais, donc globalement, il va y avoir une évolution, on va dire, des espèces en fait, avec le recul du glacier, la disparition du glacier qui va se produire assez rapidement. C'est ça. On va changer d'écosystème en fait. Il y aura une sorte de shift. Ouais. Quelles importances elles ont ces populations-là aujourd'hui qui vont disparaître? J'aime pas trop donner du poids à certaines espèces parce que ça dépend vraiment sur quel prisme on se met. Il y a des espèces par exemple qui sont un peu emblématiques et qu'on trouve mignonnes comme le panda, comme les ours polaires. Ouais. Et là on va dire que ça peut être très dangereux. Il y a des espèces qui sont utiles parce qu'on va les manger comme les poissons. Et c'est vrai que les invertébrés de montagne, des fois, ils n'ont pas beaucoup de succès. Alors nous, on travaille avec les ours polaires des rivières, mais ça ne marchait pas trop. Mais néanmoins, en fait, ce sont des espèces pionnières qui sont capables de se développer dans un écosystème où finalement les conditions sont assez rudes. Et c'est elles qui vont commencer le développement de cet écosystème finalement. Et puis, si tu te mets à l'échelle de toute la vallée, peut-être qu'ici, on n'a pas beaucoup de richesses, mais on a vraiment des espèces qui sont spécifiques. Donc, si on enlève cet habitat, on menace toute une population. Et en règle générale, la diversité, c'est important. La rivière, elle est vivante, le glacier, il est vivant, et quelque part, c'est comme un être vivant qui est en train de mourir, donc bon. Oui, et puis c'est quand même marquant. Et puis finalement, en France, on n'en a pas tant que ça là. En ce moment, il y en a 670. Dans les prochaines décennies, il n'y aura plus que la moitié. Et donc, il y a peu d'individus finalement. Si on considère que c'est toute une espèce, il y a peu d'individus glaciers. Ouais. C'est une espèce en voie de disparition. Exactement, c'est un écosystème en voie de disparition. Donc merci beaucoup Sophie. Écoute, avec grand plaisir. C'était super chouette de partager ce moment avec toi. Je vais continuer ma route vers le glacier. Les glaciers et nous, montagnards, sommes les témoins de la beauté mais aussi de l'effondrement de la vie. Ça m'inspire une seule chose, honorer l'héritage qu'ils nous lèguent en replaçant la vie au cœur de nos préoccupations. Bon, nous voilà au refuge du glacier blanc. On a eu toutes les saisons dans la journée, mais on va pouvoir passer une petite nuit tranquille et puis demain ça repart. Bonjour. Bon, c'est vous qui avez commandé l'apéro? Bon, allez-y, alors, s'il vous plaît. Il est 5h10, on est prêt pour aller explorer le glacier blanc et puis contempler le superbe spectacle. Le lever du soleil sur les sommets enneigés et les glaciers est un moment surnaturel. Profitons-en pleinement car en 2050, la moitié des glaciers des Alpes auront disparu. Manu Thibert, grand spécialiste du glacier blanc et plein d'autres dans le monde, m'a tout expliqué lors de notre dernière rencontre. Ces glaciers, on dit que c'est des réserves d'eau douce, que c'est des châteaux d'eau.
Aujourd'hui, la fonte accélérée par l'impact de l'activité humaine et puis le réchauffement climatique et tout ça, la disparition même des glaciers, ça va avoir un impact énorme, j'imagine, quand même sur le grand cycle de l'eau. Ça va donner quoi exactement Alors, l'impact sur les ressources en eau, ça dépend beaucoup de la taille des bassins versants, de l'importance qu'ont aujourd'hui les glaciers dans les bassins versants et l'utilisation qui est faite de cette eau. Aujourd'hui, cette ressource, elle est là parce que les glaciers fondent, mais le capital, on est en train de le faire disparaître. Le réchauffement du climat, il n'est pas homogène à la surface du globe en fait. En moyenne, on est à peu près à 1,1 degré de réchauffement depuis la période de référence qu'on utilise, c'est 1850-1900. On est à 50 ans qui servent un peu de moyenne de référence. Et donc on mesure l'écart par rapport à cette moyenne de température. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à 1,1 degré. Ça, c'est une moyenne globale, océan et continent. Et en fait, sur les continents, on est un peu plus. On est à 1,4. En France, on est à peu près à 1,4 de réchauffement. Après, en montagne, c'est un peu, ça dépend où on regarde. En fait, quand on regarde en moyenne montagne, on est pratiquement à 2 degrés de réchauffement. Et puis quand on est en très haute montagne, au-dessus de 4000 mètres, on est à peu près comme en vallée, on est à peu près comme dans les plaines en France, on est à peu près à 1,4. Alors ce qui va se passer, c'est que le climat, à peu près dans les 30 prochaines années, jusqu'à 2050 à peu près, le climat il est déjà joué avec les gaz à effet de serre qu'on a émis jusqu'à maintenant, là, jusqu'à 2020. Ça, c'est... Donc du coup, en fait, tous les scénarios climatiques, ils se mettent à diverger à partir de 2050 parce qu'ils donnent le même climat avant, parce qu'ils ont en fait la même quantité de CO2 en entrée, quoi. Et après, ça se sépare un peu selon selon ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi. Selon la politique, les directions qu'on va prendre. Selon qu'on va avoir une politique climatique ou pas. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de à peu près 3 degrés, quoi. Et donc déjà 2050, on va perdre à peu près la moitié des volumes de glace dans les Alpes par rapport à ce qu'on avait en 2013 à peu près là. Donc on va perdre nos glaciers dans les Alpes. Enfin, moi je considère qu'on les a presque déjà perdus, quoi. On les a presque déjà perdus. Moi je dirais que là où notre société a le plus d'efforts à faire, c'est sur la biodiversité, mais de manière plus générale sur l'exploitation des ressources naturelles, quoi. Et il faut changer d'objectif, quoi. C'est pas juste changer de méthode. C'est pas juste du bricolage, quoi. Faut vraiment changer de direction, quoi. Il a raison Manu, la vie n'est pas une ressource. J'ai vraiment espoir qu'on arrive ensemble à changer ce cap. C'est pas bien la Guigui? Dernier petit passage avant la crête. Et avant le soleil. Et voilà, sommet du pic du glacier d'Arcide. Trop magique. J'adore cette sensation de n'être rien face à la grandiosité du monde qui m'entoure. Et malgré le manque de neige, le massif des Écrins a revêtu son plus beau manteau pour nous accueillir. On serait bien resté là-haut avec Guigui. Mais la vie de l'eau du glacier commence seulement ici. Alors l'aventure continue avec la rencontre de Julien. Salut Julien. Salut Coucou. Ça va? Ouais. Bon, je viens de survoler le glacier blanc là, c'était juste incroyable. Et puis j'ai posé là-bas au bout du pré de Madame Carl, donc juste au bord du torrent. Quand on regarde le torrent, au début on est un peu surpris parce qu'il n'y a pas de torrent. Il n'y a pas d'eau. Alors, si c'est pour parler de la spécificité des torrents de montagne, finalement, la première spécificité, c'est qu'un torrent de montagne, il est très temporaire. Parfois, il coule et parfois, il ne coule pas. Et puis, il y a des autres phénomènes temporaires qui sont très importants en montagne, c'est les orages. C'est-à-dire qu'on a un torrent qui coule normalement, et quand un orage arrive, avec la pente, ça va tellement vite
qu'on a des crues très rapides. Ouais, on a vu un peu plus haut avec Manu sur le glacier que le glacier était vivant. Là c'est pareil, le torrent il respire. Il respire même sur les largeurs. Parce que parfois, il y a tellement de matériaux qui coulent qu'il n'a pas assez de place. Alors il va éroder les berges. Et puis quand il y a moins d'eau, il se remet au milieu sagement. Donc il respire dans ce sens-là. Il n'arrête pas de bouger en fait. Alors là, comme tu dis, on voit que c'est relativement sec et pourtant on est vraiment au cœur du grand cycle de l'eau. Cette rivière, elle est quand même pas alimentée que par la fonte du glacier. Alors non, heureusement. Alors c'est sûr que les glaciers apportent énormément au débit en eau, surtout quand on est à la fin de l'été, qu'il n'y a plus du tout de neige dans les montagnes, qu'il n'y a pas eu de précipitations sous forme de pluie. Et du coup, quand on est dans des bassins versants glaciaires, comme ici, le glacier va fondre durant l'été et va amener un soutien à la rivière à la fin de l'été quand il fait très chaud, ce qu'on appelle le soutien d'étiage. Mais par contre, si on comptait uniquement sur les glaciers pour avoir de l'eau, on ne boirait pas grand-chose. Voilà. Donc en fait, l'eau qu'il y a dans les montagnes, c'est d'abord toute la pluie qui tombe, qui se met sur les versants, qui rentre dans les cailloux, qui alimente des sources, etc. Mais ça permet d'équilibrer au moins, et dans ces périodes de sécheresse, tu dis, le glacier aide beaucoup, quoi. Voilà, alors le glacier aide énormément, mais ça ne va pas durer. Parce qu'on peut estimer que pendant à peu près les 40 ans qui viennent, le glacier va beaucoup fondre. Mais après, sa masse va être tellement petite qu'il restera du glacier, mais ce qui fondra ne sera pas suffisant pour aider au manque d'eau à la fin de l'été. Alors je te propose qu'on descende un peu plus bas dans la vallée pour voir une autre zone torrentielle. Et du coup, c'est moi qui te suis. Super, allez. Dans les nappes, il y en a dans les sources, il y en a un peu de partout. Et puis là, au niveau du village d'Elfroide, on retrouve ce joli torrent avec une eau qui est donc très claire. Alors pourquoi elle est très claire? Parce qu'en fait, elle est très pauvre en minéraux. Et on commence à avoir des petits problèmes avec le réchauffement climatique. C'est qu'avant, la neige, elle fondait progressivement. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril-mai, jusqu'à la fin juillet, elle fondait progressivement. Aujourd'hui, il fait tellement chaud que dès qu'arrive le mois d'avril, la fonte est accélérée. Donc c'est-à-dire que le même volume de neige, au lieu de partir en 3-4 mois, il va partir en 1 mois ou 2. Donc il y a une masse énorme d'eau qui arrive au même moment. Ça fait comme une grosse vague qui arrive très vite, une onde de fonte. Du coup, Julien, on est descendu d'un cran sur la rivière et c'est ce type de zone-là dont tu parlais qui valent des milliards? Ah, c'est sûr que là, il y a de la biomasse. Il y a de la biomasse. Alors du coup, ces petits chenaux, qui sont souvent des remontées de nappe, on les appelle aussi des adous, donc qui servent, comme je te l'ai dit, à la reproduction des poissons en hiver, à toute la biodiversité, mais ils ont aussi d'autres fonctions, notamment d'épuration de l'eau et puis d'enrichissement de l'eau aussi en minéraux, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'eau de la montagne n'était pas très riche en minéraux. Donc là, avec toutes les matières organiques que tu peux avoir, et notamment le bois mort, on va avoir un enrichissement énorme de l'eau en matière organique. Donc ces zones-là, il faut les conserver, pas simplement pour protéger des petites espèces, mais surtout parce que c'est des zones qui vont filtrer l'eau, qui vont amener énormément de services pour les êtres humains qui habitent plus bas. Et donc c'est des zones qui paraissent un peu foutoirs, comme ça, mais qui en fait sont vraiment d'une grande richesse écologique. Bon Julien, merci beaucoup pour cette petite visite du torrent. Et bonne continuation, c'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on va continuer le long de la rivière pour redescendre jusqu'à l'Argentière-l'ABC et retrouver Nico pour embarquer sur la Durance. Allez!
fait pour le moment encore l'honneur de jaillir par miracle des sources, de couler dans nos canaux et à nos fontaines. Quel privilège! Alors comme nous l'explique Julien, épargnons ces zones humides et tous ces espaces de vie dont ont besoin les torrents, les rivières, les forêts et l'ensemble de la biodiversité pour vivre. Wow, Laetitia, ça va? Salut Nico. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, nickel, ouais, incroyable. C'est l'heure d'aller se rafraîchir maintenant, hein? Ouais, ça va faire du bien. On va arriver à tout charger dessus? On va se débrouiller, ouais. Nickel. On va faire ça, ça va être parfait. Et ok, allez, hein. Voilà, on est parti. Nous avions prévu d'embarquer à Val-Louis, mais le manque d'eau nous a obligés à descendre directement jusqu'à notre belle Durance. Si on m'avait dit que je taperais un jour du piquet sur la rivière avec le boss du kayak, elle est pas belle la vie? Allez, petit changement d'embarcation après une première partie en kayak. On prend un bateau un peu plus gros parce qu'on va récupérer notre hydrologue préféré, Charlène. Donc c'est parti. Salut Charlène! Salut Laetitia! Je viens de faire un voyage incroyable, j'arrive du glacier blanc. Je suis passée par la marche glaciaire, le torrent. Et puis maintenant on est là au bord de cette grande rivière, la Durance, qui va alimenter le lac de Serponçon et qui va finir sa course dans le Rhône et puis la Méditerranée. Tu pourrais nous parler un petit peu des rôles et des usages de l'eau de la rivière? La rivière, c'est un écosystème incroyable, il est vivant. C'est un peu comme le système sanguin chez nous. Il apporte de l'eau, il apporte des nutriments, il apporte des minéraux. Et la rivière, c'est aussi un espace de vie incroyable. Il regorge de vie aquatique, des mammifères, des invertébrés, des poissons. Et c'est aussi une ressource en eau pour les espèces terrestres. Donc la rivière, c'est une multitude de fonctions dans ses rôles, mais c'est aussi, très important, une source d'eau pour recharger les nappes en profondeur. Et en fait, les rivières, comme ici par exemple, si on faisait un trou ici, on retrouverait la nappe, parce que la rivière est en interaction constamment avec sa nappe. Donc l'eau de la rivière alimente les nappes en profondeur. C'est un rôle qui est très important. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des usages de cette eau? Bien sûr, les usages, encore une fois, sont très multiples. Depuis toujours, l'homme a utilisé la force des rivières pour faire de l'hydroélectricité. Donc on a l'usage énergie. On fait de l'hydroélectricité, surtout ici dans ce grand bassin de la Durance, qui est très connu avec le barrage du Serponçon. Donc voilà, il y a un premier usage énergétique qui est hyper important. Et ensuite, c'est l'eau domestique, celle qu'on boit dans notre robinet, et ensuite qui repart dans les canalisations pour être traitée dans une station d'épuration, et ensuite rejetée dans une autre rivière. Donc ça, c'est un autre rôle de la rivière, c'est cette capacité à épurer l'eau. Et grâce à cette capacité à épurer l'eau, avec les rebondissements, les plantes qui épurent, et en fait, on peut récupérer l'eau ensuite derrière pour la pomper. Tous les usages agricoles qu'on a, donc on va prélever l'eau soit dans les nappes, soit dans les rivières pour irriguer, pour abreuver le bétail, pour transformer tous les produits agroalimentaires. Et enfin, il y a aussi un autre usage économique qui est les industries. On va dire l'usage qu'on préfère et qu'on va faire aussi ensemble, c'est les loisirs, donc les sports en eau vive, la pêche. Tu parlais de l'eau potable, la Durance, elle alimente une partie de Marseille Exactement. en eau potable quand même. En fait, la Durance, elle alimente au total plus de 3 millions de personnes. Et le canal qui alimente effectivement Aix-en-Provence-Marseille, c'est quelque chose qui est hyper stratégique. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est important de suivre l'évolution de cette rivière et de la ressource en eau. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, la diminution des chutes de neige, les sécheresses, ça va impacter le grand cycle de l'eau. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça? On va avoir plus de fonte, donc on sera plus vulnérable aux sécheresses, surtout en été. Le réchauffement climatique va impacter déjà en amont tout le cycle de l'eau et donc derrière tous nos usages. Donc on va être obligé de s'adapter, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des solutions alors déjà pour
pour s'adapter à ces changements? Oui, bien sûr, on en a plein, on en a à tous les niveaux et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut agir autant chez nous, à la maison, à la source, en réduisant notre consommation en eau, en faisant des économies, en évitant aussi d'utiliser des produits toxiques à la maison, chez soi. Mais collectivement, et là c'est une force incroyable, c'est de faire des grandes économies à grande échelle. Donc ça va être renouveler les réseaux d'eau potable, renouveler les réseaux d'assainissement, utiliser le moins d'eau possible dans tous les maillons, que ce soit pour l'agriculture, les industriels. Un autre point super important, ça va être la préservation de tous les milieux aquatiques, les milieux naturels, les zones humides, ce qu'on appelle aussi les espaces de bon fonctionnement, laisser de la place à la rivière pour qu'elle puisse divaguer. Par rapport aux crues justement, qui vont être beaucoup plus fréquentes, on va essayer aussi de s'adapter, de laisser plus de marge pour la rivière, qu'elle puisse absorber toute cette quantité d'eau qui va arriver d'un coup à cause du changement climatique. On va monter dans le bateau là et justement c'est un beau symbole parce qu'en fait on est tous dans le même bateau. Selon toi, c'est quoi la priorité? La priorité, selon moi, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation à tous les niveaux. Encore une fois, il faut commencer le plus jeune, amener les jeunes auprès des rivières, qu'ils puissent expérimenter, observer leur hydrosystème, leur bassin versant, leurs ressources en eau, qu'ils puissent la préserver. Donc ça, c'est valable pour les jeunes, mais aussi les adultes et surtout les élus qui prennent des décisions importantes sur les projets de la ressource en eau. Comment est-ce qu'on va ralentir ce cycle de l'eau qui est accéléré par le changement climatique? Et puis enfin, un autre point qui m'est vraiment particulièrement à cœur, c'est engager les citoyens dans cette belle aventure et dans ce bateau, qu'ils puissent aussi s'investir dans ces comités de bassins, ces petits parlements de l'eau. Ils ont aussi leur place pour prendre des décisions et pour s'intéresser aux projets, aux travaux qu'ils vont faire dans les rivières, aux travaux qui vont concerner les réseaux d'eau potable. Voilà, c'est s'intéresser à la vie de l'eau, quoi. Bon, ben alors, c'est parti. On embarque. On embarque. Allez. Lately we've been losing ourselves, are we? S'intéresser à la vie de l'eau et nous engager pour elle, ça semble une évidence, puisqu'on lui doit la vie, nos vies. Ben voilà, l'aventure se termine et comme à chaque fois, c'est avec énormément d'émotion, de gratitude que je vais rentrer chez moi. Les yeux humides mais à la fois pleins de rêves. Toutes ces personnes qui partagent avec humilité, avec générosité, avec passion, leur savoir et leurs inspirations nous rappellent à quel point la vie est infiniment parfaite, mais fragile et surtout précieuse. Comme ce 1% d'eau douce disponible que nous partageons, nous, les 7,8 milliards de terriens et l'ensemble du vivant. Alors, vous êtes prêts à être le changement? On va commander une bière ici. Parce que la prochaine fois qu'il faut livrer, vous me le dites quand même. C'était un peu loin. Bah ouais, elle est contente, regarde. Hop, elle prend son petit vélo, elle y va. C'est une micro. Qui c'est qui fait la signalétique?